Salut à tous, bienvenue dans Ciné, Série et compagnie. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Thé, café, cinéma, série, j'ai tout ce que vous voulez. Et pour commencer, rencontre avec une comédienne qui nous fait rire depuis plus de 30 ans. Isabelle Nanty est dans la super interview. Là, autre artiste tout aussi pétillante et une vraie bête de scène, Isia Higelin. Aujourd'hui, elle confie à Charlotte ce qui l'a fait vibrer dans le 7e art et les séries. Nous vous dévoilerons une nouvelle série absolument formidable, scénarisée, produite, écrite par des femmes, avec en plus en tête d'affiche l'absolument géniale Frances McDormand. Enfin, vous retrouverez, comme chaque semaine, le screen parfait, soit une leçon de mise en scène prodiguée par un cinéaste passionné. Mais tout cela, c'est après Isabelle Claire qui ne garde que le meilleur de l'actu cinéma et série, le tout servi sur un plateau. Si c'est une heure, alors là c'est autre chose. Yes. Je vais faire une démonstration simple, précise, rapide, concise. Ok? Pareil à l'attaque? Je veux pas te faire mal non plus, donc dis-moi peut-être. Il est mignon. Shoot à l'attaque! Ah! Oh! Hey! Oh! Ok, pardon. Okay. Le rendez-vous de la semaine, c'est le sien. Car oui, la mini-série coécrite par Pierre Ninet va être vue par Vince Gilligan, le showrunner de Breaking Bad, et par Matthew Weiner, le créateur de Mad Men. Mais ce n'est pas le seul. Des dizaines de séries françaises ont été choisies et parmi les 8 séries courtes, 5 sont sur OCS. Oh, dingue! Oui, la semaine prochaine, des séries à succès, des séries en devenir ou encore des séries qui font rire vont partir pour Los Angeles grâce à la 2e édition de Direct to Series. Là-bas, elles seront vues par des producteurs et autres programmateurs de chaînes qui les achèteront peut-être. Parmi elles, le phénomène Petit Quinquin, France-Québec ou encore l'excellente Lazy Company découverte sur OCS. Oh bordel! Cette compagnie est spéciale. C'est elle qu'on a choisie pour percer les lignes ennemies. Il y a deux formes de destin! Un destin horizontal, un destin vertical. Personne survit au passage de la Lazy. On va leur faire connaître le goût du sang et de l'arme. Le meilleur de la création française est donc en route pour les States. Good luck! La bonne nouvelle de la semaine, c'est la saison 2 de The Newsroom dans les bacs. Le présentateur d'une chaîne d'infos qui a décidé de dire tout le temps toute la vérité, rien que la vérité à ses téléspectateurs, c'est le pitch de cette excellente série créée par Aaron Sorkin, le papa spirituel de À la Maison Blanche. Autour de Will McAvoy, le présentateur, des journalistes a priori intègres et passionnés. Mais quand l'amour et la pression politique s'en mêlent, difficile de tenir la barre. I didn't know exactly how the season was going to end. I knew how it was going to end story-wise, but I didn't know the last shot. Lots of times when you don't know, what you settle on is what's called a life goes on shot, where generally it's a crane pullback and the world keeps continuing. There's nothing wrong with that, but you also have to remember Maggie is questioning. Oui, ben n'allez pas nous spoiler la fin, hein, Monsieur Sorkin. Et attention, breaking news, la 3e et dernière saison reprend dès le 10 novembre sur OCS City. L'homme de la semaine, c'est Pedro Almodóvar. Le grand cinéaste espagnol de la Movida, nouvelle vague ibérique, a reçu le prix du Festival Lumière pour sa clôture le week-end dernier. Ce prix est en fait un hommage décerné pour une carrière dans le cinéma. Bueno, debo agradecer a todo el mundo que hace posible este festival, especialmente al público de Lyon que llenan las salas. Eso es verdaderamente... ¡Ah! Merci beaucoup! Avant lui, Clint Eastwood, Milos Forman, Gérard Depardieu, Ken Loach et Quentin Tarantino avaient aussi été distingués pour leur rapport considérable au cinéma. Ce festival, avec des stars au naturel bien loin des paillettes, est dédié au patrimoine du 7e art. Éclectique et ouvert à tous, il a offert une nuit aux fans d'Alien avec les 4 volets de la saga, mais aussi le documentaire de Keanu Reeves sur l'évolution du cinéma et une rétrospective des films de Claude Sautet, auteur dit populaire et longtemps méprisé par les critiques. Je t'aimais tant, Hélène. Il faut se quitter. Les avions partiront sans nous. Je ne sais plus t'aimer, Hélène. Ainsi s'achève le Festival Lumière, devenu incontournable en 6 éditions seulement. Rendez-vous l'année prochaine à Lyon, berceau mondial du cinéma. Ne quittez pas, juste après la fougueuse Isia Higelin dans l'extra interview, une autre jeune femme talentueuse, la jeune actrice Shailene Woodley, se dévoilera rien que pour nous.
Aujourd'hui, je suis très heureuse de passer un petit moment avec une comédienne qui me fait mourir de rire, Isabelle Nanty. Elle a multiplié les personnages inoubliables dans de sacrées comédies qui vont de Tati Daniel au prof en passant par Amélie Poulain. On la retrouve à l'affiche d'un film pour les plus jeunes, Le Grimoire d'Arcandias, dans lequel elle incarne une méchante, certes comique mais aussi délicieusement abjecte. Isabelle Nanty, moi, derrière son rire et son apparente légèreté, je suis assez persuadée que se cache un personnage plus complexe qu'on ne pense, en tout cas une comédienne pétrie de doute. C'est très gentil de me recevoir dans votre boudoir. Bonjour, vous allez bien? Très bien, je suis très heureuse de vous voir. Bah c'est gentil, merci. Top, viande de pigeonneau. Top noir, c'est bien dégueu. C'est la cata. Donne-moi cette bague! Elle m'a piqué la bague. Quoi? Chère Isabelle, dans ce film, vous incarnez une méchante. Alors, on est dans un film pour enfants, et pourtant, je trouve qu'elle a quelque chose de très noir. C'est quand même un personnage qui est prêt à assassiner des enfants pour arriver à ses fins. C'est ça qui vous a titillé ou... Elle est horrible. C'est une femme atroce. C'est une ogresse. Dans les nuances qu'on donne à cette méchanceté, c'est rigolo à faire parce que ça va, même dans la sonorité de la voix, ça va chercher loin, comme ça, profond. Puis la méchanceté, c'est un certain rythme aussi. C'est la violence, la colère, le truc d'où ça vient en fait. C'est assez rigolo à faire. Qu'est-ce qu'il y a, petit morveux? Vous cherchez la merde ou quoi? La ferme, grosse vache. Chope, chope. J'aime bien dire qu'elle est bête et flasque. Vous arrivez le matin sur le tournage, on vous maquille pas, on vous salit. On vous graisse les cheveux, vous vous enfilez cette salopette dégueulasse avec des bottes qui sont pleines de boue et tout ça. C'est pas un moment super marrant dans la journée. Bon, mais après, les metteurs en scène vous donnent à manger, vous font faire marcher votre instrument à jouer, avec toutes les évocations de méchants qu'on peut imaginer, tout ce qui a bercé aussi notre culture de cinéma. Les contes, peut-être, vous parliez d'ogresse au début. C'est les contes, mais moi, j'avais plus des images de Nicholson dans Shining ou de Christopher Walken dans certains personnages, ou de ces gens comme ça qui deviennent comme des mécaniques à tuer, des mécaniques à plus réfléchir. Clébard de merde, même pas capable de choper de petits mollusques à roulettes, là. Viens là, Baxter, viens. Ils viennent me péter le bidet, là, ces gamins, là. Et jouer une méchante dans un truc très sombre, pour le coup, c'est-à-dire ou un film de genre ou un drame, ça, vous pensez que ça pourrait être intéressant? Non, mais j'ai envie de passer à autre chose. D'être plus en accueil. Et moins en... Et vous ne pensez pas avoir été assez servi dans un registre comme ça, plus doux? Parce que quand même, cette douceur-là, vous avez l'impression de ne pas encore y avoir eu droit? De toute façon, je ne parlerai pas en termes d'être servi. Parce que je pense que rien ne nous est dû. Et que voilà, c'est une chance, à mon âge, de travailler encore, presque. Et puis c'est une chance de faire ce métier, tout court. Mais maintenant, dans ce que j'ai envie d'exprimer, et dans ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est peut-être plus sombre, mais plus doux. Plus facile. Oui, c'est bizarre, mais plus mère, plus féminin, plus incarné, plus en phase avec l'époque, plus avec les autres aussi. Vous avez un projet, je ne sais pas si c'était pour le réaliser, autour de Bécassine. Oui. Toujours d'actualité. Eh ben, c'est toujours d'actualité, mais je ne le réaliserai pas. Et pourquoi ne pas le réaliser? Parce que je veux... cette émotion qu'il faut donner quand on joue un personnage comme ça, qui est tout en fébrilité, n'est pas compatible avec la certitude de la décision de comment se passe une scène et comment la mettre en place, la diriger. Quand j'avais fait mon film Le Bison,
On m'avait dit, tu verras, jouer et mettre en scène en même temps, c'est difficile. Il faut que tu sois très en forme, il faut que tu fasses du sport. On m'avait dit des tas de trucs. Mais la chose que j'ai trouvée difficile, c'était de passer de la vulnérabilité à l'invulnérabilité. C'est-à-dire que quand même, pour être avec une équipe, il faut au moins donner l'apparence de savoir ce qu'on veut faire. Alors que dans un personnage... justement, c'est le doute qui est notre meilleur outil. Et donc, c'est Maurice Barthélémy qui va mettre en scène. Voilà, c'est ce que j'allais demander. J'admire son travail et j'ai aimé tous ses films. Je trouve que c'est un vrai metteur en scène. Il a un monde à lui, ça va être chouette avec lui. Mais voilà, c'est fou. En fait, j'ai l'impression que vous êtes plus fiers de ceux que vous avez formés, de toute cette bande, et sans doute d'autres de ceux que vous avez mis en scène, que de ce que vous faites. Mais non, mais parce que... moi, j'ai envie de faire des trucs, j'arrive pas à les faire, ou j'ai envie que la vie soit d'une certaine manière, et puis ça n'arrive pas. Donc, ma vie, elle est faite, elle est parcourue d'obstacles, pas de frustration, parce que je n'en fais pas une douleur, mais c'est quand même pas un long fleuve tranquille. Donc le doute est mon compagnon de route. Et dans les histoires que j'écris, c'est pour dire des trucs. Donc les trucs, vous n'êtes pas fiers de les dire. C'est des questions que vous posez, donc il n'y a aucune raison d'être fier de poser des questions. C'est juste des questions qu'on pose humblement en essayant que des portes s'ouvrent vers quelques réponses, ou pas. J'ai pas de réponse à donner, mais j'ai plein de questions à poser. On verra. Cette semaine, dans Le Détail qui tue, une mini-série très féminine. En racontant en 4 heures 30 années de la vie d'une femme ordinaire, une anti-héroïne sensible et émouvante, Olive Kittredge vient compléter la collection de portraits de femmes entamée par HBO avec la mère de famille Mildred Pierce et l'autiste Temple Grandin, toutes deux récompensées par 5 Emmy Awards. Olive Kittredge est l'adaptation du roman de Elizabeth Strout pour lequel elle a obtenu le prix Pulitzer. Une saga qui se déroule dans une petite ville du Maine pour laquelle l'actrice Frances McDormand, oscarisée pour son rôle dans Fargo, a eu un réel coup de foudre. When I read the book Olive Kittredge about 7 years ago, I read it purely as a reader. I love to read. I love novels. And I loved it. It was an extraordinary novel. I started passing it to friends. I called Elizabeth Strout, the author of Olive Kittredge, the week before she got nominated for the Pulitzer Prize, and asked her if she would consider optioning the book to me. And she said yes. Une fois les droits du livre obtenus, il fallait trouver un format adapté à la densité de cette histoire. 90 minutes is not long enough to tell a female story. I think television is offering, especially in long format, 4 hours, 6 hours, over a series, over many years. It's a much better way to tell a female story. We're more complicated. You need more time for us. It is not polite to stare. You look dead. Well, I'm not. Are you a witch? Yes. Now go away before I eat you up. Pour donner vie à cette histoire sur petit écran, elle fait appel à la sensibilité de 2 femmes, Jen Anderson, notamment auteure pour Mad Men sur le script, et Lisa Cholodenko, qui avait reçu un Golden Globe en 2010 pour le film The Kids Are Alright à la réalisation. I believe it was a confluence of many, astrological events that happened and put us all together. I just want to say one thing. Don't be scared of your hunger. If you're scared of your hunger, you're one more ninny just like everyone else. My wife died in December. Give me a reason to wake up in the morning. Don't have a clue. I'm waiting for the dog to die so I can shoot myself. Cette armée de femmes fait de la vie ordinaire d'Olive Kittredge une mini-série dont on ressort bouleversé mais plein d'espoir. Chaque semaine, dans l'Extra Interview, nous recevons une personnalité qui n'appartient pas au monde du cinéma ou de la série, mais qui en est fan. Cette semaine, nous faisons une petite exception avec la rockeuse Isia Higelin, qui fait des infidélités à sa carrière de chanteuse pour nous éblouir sur grand écran.
L'an dernier, elle recevait le César du meilleur espoir féminin pour Mauvaise fille, et cette fois, elle est à l'affiche de Samba, le nouveau film du duo d'Intouchables. Elle nous parle de son amour pour les comédies musicales et de ses séries préférées. À toi. Merci. Est-ce qu'on peut vous demander un petit clap à devant notre ami Victor? Merci. Alors, je suis désolée pour ma voix, qui est ridicule. Si vous voulez vous foutre de ma gueule, Pas de soucis, je sais ce que c'est. Merci. Donc le but de cette interview, c'est d'essayer de vous connaître mieux à travers vos goûts de cinéma et de séries. Ok. Pourquoi vous aimez les séries en particulier? Alors, vous avez 2 heures devant... Ouais, mais vous, je crois. Non, j'adore les séries. C'est complètement addictif et ça fait passer par des sentiments très très forts. Je me remets à peine de la fin de Breaking Bad. Enfin, c'est... L'année dernière. Ouais, mais j'ai du mal encore. C'est horrible de dire que tu vas plus revoir quelqu'un plus jamais. Tu vois, alors que t'as passé 6 ans de ta vie, ou après tu peux être très énervé contre des séries qui se terminent pas de la façon dont t'as voulu, ou tu peux en vouloir à des gens de mourir, enfin... C'est drôle, hein, les effets que ça nous fait. Ça a commencé par quelle série? C'était laquelle, la première ou... Ma première vraie série un peu sérieuse, c'était Dexter. Puis après, j'en ai eu ras-le-bol parce que c'est devenu naze. Puis après, il y a eu Breaking Bad... Les Sopranos, Lost, toutes ces heures perdues, rien foutre. Voilà, maintenant je suis quoi? Bah, il y a Game of Thrones évidemment, puis plus léger, Parks and Rec, je sais pas si tu connais, alors ça, mais carrément c'est ma passion. House of Cards, enfin tout ça quoi, ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un personnage de série que vous regardez et que vous vous dites voilà, moi je veux faire ça quoi, c'est ce rôle-là, ça me plaît trop, ça me parle. À ton avis, Daenerys quoi. Ah ouais? La mère des dragons. Direct. Bah, direct. They have a choice. They can live in my new world or they can die in their old one. Elle a gagné le jeu des séries de toutes les séries du monde. Elle la bosse. Ouais, non, elle est trop bien. Ouais, enfin, n'importe quel personnage féminin de Game of Thrones, c'est quand même... Ça fait du bien de voir des personnages féminins qui sont pas réduits au rang de potiches et tout ça, quoi. Les femmes, elles s'affirment à fond, elles règnent sur leur monde. Cersei, c'est vraiment la Queen Bitch, quoi. Est-ce que vous regardez des films avec le même genre d'intensité, genre se mettre à pleurer au milieu du cinoche? Oui, c'est terrible. C'est-à-dire? C'est terrible pour les gens qui regardent avec moi. Je suis pas pire que mon père. Mon père, il pleure tout le temps parce qu'il croit que les choses qui arrivent dans les films, ça arrive pour de vrai. Ah ouais. C'est trop mignon. Quand il y a des viols ou des trucs comme ça, il peut pas regarder. Ah, mais c'est dégueulasse que cet homme fait à cette pauvre femme. Je te jure, c'est terrible. Donc lui, il me bat. Mais moi, j'ai un peu ce truc-là. Un film qui m'avait vraiment fait jouir comme une série dans le sens... C'était Le Boulevard de la Mort, tu vois, de Tarantino. À la fin du Boulevard de la Mort, c'est un souvenir que j'aurai toute ma vie. La salle était blindée, c'était blindé de monde. Et à la fin où elle le défonce, tu vois, elle le tabasse dans la rue, elle lui défonce la gueule, elle le shoot et tout ça. Et c'est filmé d'une façon où moi j'étais là genre j'étais trop contente. Et à la fin quand elle le bute, je me suis levée, j'ai fait yeah, putain. Et toute la salle a fait pareil. Je te jure, il y a eu une espèce de montée de sensations super fortes dans la salle. On l'a tous senti et tout le monde a un peu applaudi à la fin quand le mec est mort. Parce que parfois, oui, tout le monde est ému au même moment, tout le monde rigole au même moment, tout le monde machin. Mais c'est rare que dans un film, tout le monde jubile d'excitation malsaine et morbide au même moment. Ça arrive rarement. Et là, c'était le cas. Et c'était vraiment, pour moi, un moment cinéma de dingue. C'est trop bien. J'ai vu que vos premiers films, en tout cas vos premiers grands amours de films, c'était les comédies musicales. Ouais. Ça représente quoi, pourquoi? Et pour vous, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Un peu moins, parce qu'il n'y en a pas d'autres si bonne qualité qu'avant. Et que je les ai toutes vues, donc c'est bon. Mais ouais, pour moi, les comédies musicales, c'était quelque chose de très important. J'ai fait des claquettes et tout ça. C'était quelque chose qui... Bien avant que ce soit la mode des claquettes. J'étais ringarde, donc. J'avais une passion pour Jane Kelly. J'étais folle amoureuse de Jane Kelly. J'avais un poster gigantesque de Jane Kelly près de mon lit. Et ouais, j'adorais ce monde en Technicolor, les chansons, le jeu des acteurs, le fait de savoir tout faire. Même la façon qu'elles avaient de chanter, très... Tu vois, c'était tout doux, quoi. C'était comme une caresse, quoi. Puis même tout le cinéma américain, Hollywood de ces années-là, tous les films de Billy Wilder, au niveau de la comédie, c'est le must, quoi. C'est le truc le plus
qui me fait le plus rire, quoi. Jack Lemmon, c'est la personne qui me fait le plus rire. Est-ce que ça arrive qu'un film, qu'une scène ou qu'un comédien vous inspire une chanson? Comme ça, là, ça me vient pas, mais ça m'étonnerait pas que oui. Et à l'inverse, peut-être une BO? La BO d'un film où vous avez dit, ouais, là, l'ambiance, elle est top. Ça va te faire tellement geek. Mais moi, la BO du Seigneur des Anneaux que j'aime bien écouter. C'est hyper bien. J'étais allée au concert. Et l'expérience, voilà, cette expérience-là, ce ciné-concert-là, c'est un truc... Ouais, c'était super. Moi, j'adore le Seigneur des Anneaux, j'adore la musique du Seigneur des Anneaux. J'adore tout ce qui est un peu héroïne fantasy et tout ce qui est... voilà, j'adore ça. Et c'est un monde qui me parle et c'est une musique qui me parle. Tout ce qui est hyper grandiloquent dans les musiques de films, tout ça j'adore, vraiment j'adore. Je trouve ça hyper fort, quoi. Ça fait vraiment voyager. C'est des musiques que vous écoutez genre en faisant le ménage, machin, ou c'est un truc vraiment très particulier, un moment particulier? Quand je cours. C'est vrai que ça encourage quand même. C'est trop bien. Et t'es là en train de courir, t'as l'impression que tu vas sauver la communauté de l'anneau, quoi. C'est trop bien. Non, mais c'est le truc le plus encourageant du monde pour courir. Mais c'est clair. Bah voilà, je vous conseille à tous de le faire. Vous avez envie d'écrire des BO ou des trucs comme ça, de lire des scénars et qu'on vous laisse envelopper un film par votre musique? Ouais, ça me plairait, ouais. Ouais, ça me plairait beaucoup. Quel genre de film? Bah, je sais pas. Peut-être que j'aimerais bien faire une comédie musicale. Un jour. En attendant de relever ce défi, Isia Higelin poursuit sa double carrière puisqu'elle sortira un nouvel album dans quelques mois et sera à l'affiche de La Belle Saison, le nouveau film de Catherine Corsini aux côtés de Cécile de France. À suivre dans quelques instants, le screen parfait, soit une leçon de mise en scène précise, rigoureuse, hop là, organisée et néanmoins, je vous l'assure, totalement savoureuse. Mais avant cela, encore d'autres petits plaisirs signés Isabelle Claire qui achève sa sélection du meilleur des écrans. Si c'est une heure, alors là c'est une autre chose. Yes. La femme de la semaine, c'est Shailene Woodley, une jeune actrice qui a grandi en même temps que ses rôles. À 17 ans, la France la découvre dans une série américaine. À 20 ans, elle joue la fille de George Clooney et reçoit un MTV Movie Award. Cette année, à 23 ans, elle joue dans Divergent et est l'héroïne de Nos étoiles contraires. Elle est en ce moment à l'affiche du dernier et du plus classique des films de Greg Araki, dans le rôle d'une sorte de Blanche-Neige qui vole peu à peu la beauté de sa mère. No more for you. God, you're getting fatter by the hour. My mother always wanted me to be a sylph, all lithe and elegant like her. And when I hit puberty, my body changed seemingly overnight, the bulk melting off like I was a snowman in the sun. Only, instead of finally pleasing her, that somehow made her resent me even more. Do you love that boy? God, jeez, you scared me. How long have you been standing there? Sorry, I didn't mean to startle you. It's interesting because we did this movie 2 years ago. We filmed it, and we filmed it before Divergent or before Fault in Our Stars, and it's so fun to watch now because who I was then is so similar and also different to who I am today. And it's nostalgic in a way because I see myself with the long hair and with a higher pitched voice, and it's exciting to me that I was able to bring that character to life then, because I don't think now I would be able to empathize. Sometimes you read a script and you see a role and you're deeply inspired by it or moved by it, and you're like, I would love to be this girl or be this woman. But then you maybe realize that you're not right for that role. And to me, I never want to work just to work. I want to work if I know that I can bring as much truth to this woman as possible. Et aucun doute que Shailene apportera le meilleur à la suite de Divergent qui sortira au printemps. Et pour terminer, la sortie de la semaine tombe à pic pour les petits vacanciers. Mon premier festival s'adresse aux enfants curieux de l'image, fait la part belle à Michel Oslo, le papa de Kirikou, et au cinéma africain. Un festival intelligent pour faire découvrir aux plus jeunes la richesse et la magie de l'image projetée. Et vous savez quoi? Le parrain de l'an dernier, c'était Cédric Kahn. Allez, ciao! La leçon de mise en scène aujourd'hui, c'est celle de Cédric Kahn, cinéaste de l'inquiétude et de l'éclectisme, qui voyage entre le conte pour enfants et la passion dévastatrice.
S'il entre dans le cinéma par la voie du montage, son envie de faire des films vient de ses innombrables insomnies. Sur l'écran noir de ses nuits blanches, Cédric Kahn tourne 9 longs métrages en 20 ans. Pour les spectateurs que nous sommes, on est en droit de se demander si l'obsession de son cinéma n'est pas la question du choix. Cédric, envie de vivre ou peur de mourir? L'envie de vivre est plus forte, mais il y a une fuite. Il y a une fuite en tout cas. Il y a une fuite de la réalité, du conformisme, de la voie toute tracée. Je pense que c'est toujours des personnages qui sont en question, en fait, qui remettent en question les choix qui ont été faits pour eux aussi. Et de ces choix, il en est question chez Simon et Moravia qui l'adaptent, ou dans la cavale du tueur en série Roberto Succo. Cédric Kahn filme des personnages qui fuient la réalité, à la fois victimes et instigateurs de leur errance. Des personnages qui finissent dans le mur de leurs obstinations. Dans son cinéma, et on le vérifie une nouvelle fois avec son nouveau long métrage, ce sont les hommes qui sont les plus mystérieux. Face à eux, les femmes disparaissent souvent. Les personnages de Cédric Kahn ont la mélancolie de ceux pour qui les feux de l'amour sont depuis longtemps réduits à de mornes braises. Je reviens dans une demi-heure. On part pour combien de temps? Pour toujours. C'est allé que ça! Vous êtes mes enfants! Vous êtes mes fils, venez! Je veux votre père! D'accord, attends-moi! Qu'est-ce que ça? On n'a plus rien, les enfants. Juste les amis, le ciel et la providence. Maintenant, on est les vrais Indiens. Comment votre mise en scène s'adapte à votre sujet pour ce film-là? La mise en scène, je sais plus ce que ça veut dire. Je sais de moins en moins ce que ça veut dire. C'est-à-dire que plus je fais de films, moins je crois en la mise en scène et plus je crois au dispositif. Le dispositif, c'est ce qu'on met en place avant, en fait. C'est le repérage, le casting, le choix des acteurs, l'équipe qu'on choisit, le matériel, voilà. Et je pense que le tournage est un moment de captation, de vie, justement, d'empreinte. Parce qu'il y a le projet, il y a ce qu'on a écrit, puis il y a tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est la météo, c'est les acteurs, c'est l'humeur du tournage ce jour-là. Et c'est ce que j'appelle la transformation, en fait. La transformation de l'intention du scénario en film. Tout marche en rond dans la nature. Vous voyez quelque chose de carré ici? Parce que tout est rond, tout est fluide. C'est l'homme blanc qui a inventé le carré. J'essaie de débarrasser au maximum le tournage de la contrainte pour libérer, d'une part, l'émotion et d'autre part, la vérité de l'instant et la vérité de l'acteur et du personnage. Voilà, c'est comme si l'acteur et le personnage, à la fin, devaient ne faire plus qu'un. On passe au cas pratique. Depuis 1 an, je sais pas pourquoi, elle décide qu'elle veut une maison. Donc on passe de nomade à semi-nomade et maintenant il faut une maison pour madame. J'en pouvais plus. T'en pouvais plus de quoi? De marcher dans la boue toute la journée, toute cette misère. Marcher dans la boue, quelle misère. Il fait 25 degrés dans chaque caravane, il n'y a aucun problème. Les enfants mangent pas leur faim tous les jours. Mais les enfants sont très bien nourris, vous avez qu'à demander Ils ont des carences terribles. Ah bon? Vous avez qu'à demander à leur grand-père, c'est un médecin, c'est lui qui les suit. J'en ai marre, je veux que mes garçons aillent à l'école. Où ça? Mais l'école à la maison, c'est l'école. Si on continue comme ça, ils n'auront aucun avenir. Quel avenir? Entre un supermarché et une autoroute? Ça, c'est un avenir? C'est ça que tu veux, l'avenir que tu leur donnes? De toute façon, il n'y a pas de discussion possible. C'est ça? C'est tourné à 2 caméras, donc les acteurs jouent vraiment ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Ils sont sur le même niveau d'énergie. Il n'y a pas besoin... Souvent, on se rend compte que dans un chant contre chant tourné à 1 caméra, il y a quand même toujours un acteur un peu défavorisé. Et moi, j'aurais tendance à dire celui qui passe en 2e. Parce que la scène est moins fraîche. Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans ce qu'on vient de voir? Vous donnez des indications et à partir de là, les acteurs peuvent aussi composer. Le texte est très écrit. Il est très écrit parce qu'il est très précis. Parce que là, vraiment, c'est une des rares scènes qui fait allusion à la bataille judiciaire que se sont livrés les 2 parents. Donc c'était très précis. C'est-à-dire qu'il lui remet en question l'usage. Il dit que ses droits sont déniés au nom du fait qu'il est un père et un marginal. Elle explique les raisons de son départ et ce qu'elle veut pour ses enfants. Et ces éléments-là, on les a dans aucune autre scène du film. Donc j'avais quand même des messages à faire passer très précis. Donc la scène est très écrite. Je pense que les acteurs connaissent parfaitement le texte. Mais à partir de là, ils ont absolument toute liberté d'improviser. Et bizarrement, l'improvisation se resserre autour du texte. J'ai l'impression de vivre dans une secte avec un gourou. Ah voilà, un gourou. Vous avez vu une secte avec 2 personnes? Ça s'appelle une famille. Ça va. Une scène comme ça, sur le papier, on se dit on va y passer la journée. Non, en fait, on l'a tournée en 1 heure. En combien de prises?
Pas beaucoup. 3 prises sur les acteurs, et puis je pense qu'on a dû refaire 3 prises sur le policier en face. Vous isolez vos 2 personnages. Ça ne passe jamais par un cadre à 2. Pourquoi? Bah, ils s'affrontent. C'est thèse, antithèse, thèse contre thèse. Donc il faut les isoler. Bah, le chant contre chant, là, en l'occurrence, me paraît complètement adapté. Je vois pas meilleure forme que pour raconter que ils sont. C'est le moment. De toute façon, il y a un avant et un après. Après, ils seront plus jamais ensemble. Bien sûr, le plan doit accompagner le récit. Il doit faire corps avec le récit. De même que la scène juste avant, il y a une scène où Mathieu Kassovitz essaie de la récupérer. Il dit reviens, je te jure que ça va changer et tout ça. Pourquoi? Et là, ils sont à 2 et je m'amuse pas à découper. C'est un plan séquence et ils sont corps à corps, collés l'un contre l'autre. Je crois aussi beaucoup à l'évolution par le support. Je pense que c'est le support qui fait évoluer le cinéma. La façon dont je l'ai tourné, j'aurais pas pu le tourner en 35 mm. Pourquoi? Parce que les caméras sont plus légères, parce qu'on a tourné à 2 caméras en permanence, on a tourné sur des très grandes longueurs, donc ça aurait été exponentiel en consommation de pellicule. Donc là, on a pu, sur les enfants, on a pu les laisser improviser, très libres, tourner des très grandes longueurs sur eux, des fois changer de place avec la caméra sans couper, sans repasser par le clap et ce qu'on appelle le protocole du cinéma. On peut casser beaucoup de protocoles avec le numérique. Vous affranchissez des règles au fur et à mesure de votre travail? Mais dis que moi, le cérémonial du cinéma ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il casse surtout quand on tourne avec des enfants et des adolescents, je trouve très intéressant la continuité, en fait. Le fait de rentrer dans les prises et dans les scènes presque de façon imperceptible. Donc ça veut dire que aussi les techniciens doivent toujours être prêts à tourner, au moins de coup d'œil. Enfin, voilà, c'est vraiment... Là, en plus, on avait les animaux et tout, donc voilà, tout ce qu'on avait à filmer se prêtait à une grande disponibilité, spontanéité de filmage. Et puis après, on attendait les lumières, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on était posé au bord de la route ou d'un chemin et on ne tournait pas, ce qui est déjà une anomalie dans le cinéma, parce que le temps doit être rentabilisé. Donc là, il faut accepter d'attendre. On attendait la lumière. On n'a tourné qu'avec la lumière naturelle. Et par contre, on pouvait tourner très très vite. Il fallait tourner très vite, parce qu'on avait 1 heure et demie pour tourner des grosses scènes. Et puis on a tourné dans des heures extrêmement limites, de coucher de soleil, d'après le soleil, des trucs où en 35 on ne voit plus rien, les feux avec les enfants, les danses autour des feux, tout ça, c'est des choses tournées sans aucun rajout de lumière. Donc ça, c'est vraiment l'apport du numérique. Pourquoi t'emmènes pas les petits à l'école? Parce que la récolte, c'est ici. L'école, c'est obligatoire, hein. C'est la loi. Et toi, t'es hors la loi. Quel est l'acte de vérité du cinéma? Le tournage ou le montage? Il y a beaucoup d'antagonisme sur un tournage. Il y a le chef-op, enfin voilà, il y a des choses antagonistes. C'est-à-dire ce qui peut être le confort d'un acteur peut devenir l'inconfort d'un technicien. Et finalement, le metteur en scène se retrouve au cœur de tous ces conflits et doit les arbitrer en faveur des uns ou des autres. Et c'est pas toujours une position très confortable. Pour André Téchiné, on peut se tromper beaucoup de moments sur un film, sauf sur la rencontre entre l'acteur et le personnage. À quel moment, sur ce film, vous avez su que vos acteurs étaient en relation directe avec vos personnages? On l'espère, mais on le sait que quand on commence vraiment à tourner. Il y a quand même... Voilà, alors, puisque vous parliez de moment de vérité, ça, c'est un vrai moment de vérité. C'est les premiers jours de tournage. Pourquoi filmez-vous? C'est l'outil qui permet le mieux d'approcher le corps. Ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, une petite pause s'impose. Cela fait 2 mois qu'on a vécu déjà des événements exceptionnels, rencontré des gens formidables, fait de sacrées découvertes. On a envie de vous les faire revivre. Le best-of, c'est dès samedi prochain. Salut. Fichier 9, s'il te plaît. Fichier 4. Bah, tu m'as dit 3 il y a 2 secondes. Fichier 2, donc fichier 3. C'est tout pour aujourd'hui. Moi, je crois que c'est le truc le plus facile à faire, en fait. Je ne pense pas du tout à ce que je dis, c'est terrible. Ouais. Charlotte. Le mec est en pilotage automatique. Et hop, ciné, série et compagnie, c'est tout pour aujourd'hui.